ce matin, ce que je vous ai présenté, c'était un petit modèle jouet. C'est comme ça que je l'ai appelé dans les notes. Donc, il y a un article qui date d'il y a assez longtemps dessus. Et pourquoi je vous l'ai présenté? C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses, je pense, avec des outils de classe prépa, en fait, on peut l'aborder, en particulier sur la matrice, les vecteurs propres. L'opérateur à noyau, c'est un opérateur qui a des propriétés type convolution. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut aborder. Voilà. Et donc, le but, c'était de tirer le fil de la modélisation et de qu'est-ce qu'on peut, après, avec un problème physiologique simple, à la fois simple, mais complexe de par la géométrie, les échelles et la physique, comment arriver à simplifier ce modèle-là et tirer le fil de la modélisation. Donc peut-être il n'y a pas eu assez de maths à votre goût, je ne sais pas. Surtout, n'hésitez pas à m'interrompre pour demander des précisions. Voilà, c'est des choses que moi je manipule tous les jours, donc éventuellement je pourrais aller trop vite là. Donc là, après, ce qu'on s'est demandé, c'est est-ce qu'on avait la même chose pour un modèle tridimensionnel. Et donc, en fait, ce qu'on va se donner, c'est un domaine oméga. Et puis, ce domaine oméga, on va le séparer en sous-domaines. Et puis, ces sous-domaines, ils vont être irrigués, je dessine très mal, par un arbre dyadique, d'accord? Et donc, chacun des sous-domaines va être irrigué par un arbre dyadique. Et alors, en fait, ces sous-domaines, ils vont être constitués à la fois de matériaux élastiques et puis d'alvéoles dans lesquels il va y avoir du fluide. Donc là, vous avez un exemple d'un domaine, cette fois-ci bidimensionnel, qui est séparé en cellules et de l'arbre correspondant. Sachant qu'en fait, il faut, pour le coup, que l'arbre il y ait deux bifurcations. Parce qu'à chaque fois, ce qu'on veut, c'est avoir deux puissances n sorties. D'accord ? Et donc, quand on sépare en deux, à chaque fois, il faut le bon nombre de bifurcations de l'arbre. Donc, tous les arbres ne correspondent pas forcément à un découpage comme ça en cellules. Donc, on choisit un arbre qui correspond bien, comme cet arbre en H, en fait, d'accord, pour un modèle bidimensionnel. Et ce qu'on va considérer, c'est que donc on va avoir dans YF, là, c'est la cellule dans laquelle il va y avoir de l'air qui va arriver, donc avec une pression appliquée par l'arbre sur le milieu élastique. Et YS, c'est la structure élastique, d'accord ? Et cette structure élastique, on va supposer qu'elle a certaines propriétés et on va dire qu'elle est linéaire, donc elle a un comportement linéaire et élastique. De la même façon que ce qu'on avait jusqu'à présent, l'élasticité des tissus jusqu'à présent, c'était soit la raideur du ressort, d'accord, soit le C, la compliance du ballon qu'on avait. Et donc là, je vais supposer qu'on a un matériau élastique et je vais m'intéresser à comment décrire le déplacement de ce matériau-là, du parenchyme pulmonaire au cours de la respiration. Donc, en chaque point du domaine, je vais avoir un déplacement d epsilon, et d epsilon va dépendre à la fois du temps et de la position x dans le domaine. Et donc, ce que je vous ai écrit là sont les équations de l'élastodynamique. Alors, normalement, il devrait y avoir la densité de la structure, la ρs, devant. Là, je l'ai prise égale à 1. Donc, là, ce qu'on a, c'est le terme d'accélération. Cette équation-là, elle traduit juste la relation fondamentale de la dynamique. Donc ici, on a l'accélération, et là, on a la divergence du tenseur des contraintes. Tenseur des contraintes dans le cadre de l'élasticité linéarisée, qui s'écrit sous cette forme, donc lambda divergence d epsilon identité, plus 2 mu e d epsilon. Lambda et mu sont les constantes qui caractérisent l'élasticité du matériau, qui s'appellent les constantes de Lamé. Donc ça agit, donc c'est un tenseur qui agit, il y a un terme en divergence, ça mesure la réaction à la compressibilité du milieu. Et puis il y a un terme qu'on appelle le cisaillement,
de mu E de D, où E de D, c'est le gradient symétrisé du déplacement. D'accord ? Donc ça c'est l'élasticité linéarisée. L'élasticité, elle est toujours non linéaire. C'est toujours quelque chose de non linéaire. Donc là, on fait l'hypothèse des petits déplacements. Ce qui n'est pas complètement vérifié dans le cadre du poumon humain, où on devrait, si on voulait aller vers quelque chose de plus réel, vers des lois de comportement, enfin, de l'élasticité non linéaire et des lois de comportement non linéaires. Mais pour simplifier, on fait... donc c'est vraiment le pendant en dimension supérieure de ce que je vous ai montré pour le petit problème de masse-ressort. Donc, dans le domaine rose, là, YS, on a cette équation-là qui est vérifiée. Et puis, ce qu'il faut qu'on mette maintenant, ce sont des conditions aux limites. Alors, à la fois sur le bord extérieur. Donc, sur le bord extérieur, là, j'ai supposé, par exemple, que d epsilon, il était égal à 0 sur une partie du bord extérieur. Je suppose que c'est attaché. Et puis, ça traduit, en fait, que je mets 0 force. Alors, de fait, normalement, il y a la pression exercée par la plèvre, enfin, par le diaphragme. Là, je devrais pas mettre 0 en tout trigger, je devrais mettre la pression exercée par le diaphragme ici. Donc ça, c'est pour le bord extérieur. Et puis pour à l'intérieur des petites alvéoles, dans chaque petite alvéole, ce que j'ai, c'est que j'ai une pression qui est exercée par le fluide sur la structure. D'accord ? Donc c'est cette pression, P epsilon, et P epsilon, elle va venir de l'arbre, en fait. D'accord ? Et donc ça, c'est sur chacune des petites alvéoles, je vais avoir un P epsilon qui va correspondre aux sorties de l'arbre. Et de la même façon que précédemment, en fait, si je note P epsilon, les pressions et les débits en bout d'arbre, puis que je reconstruis une pression qui est constante par morceau sur chacune des petites cellules, hein, alors non, là c'est juste le vecteur, là c'est pas la reconstruction. Donc on va avoir le saut de pression qui va être relié au débit par une matrice qui va avoir la même tête plus ou moins que la matrice que je vous ai présentée avant. Et le débit, lui, il peut être relié à la vitesse au bord de la structure. Le débit, ça va être juste le flux ça c'est la vitesse du bord scalaire n. D'accord ? Donc en fait, phi, là, il dépend que de d epsilon. Et donc en fait, on va avoir des équations juste en d epsilon, puisque p epsilon, lui, il ne s'écrit que en d epsilon. Donc de la même façon que tout à l'heure, on va se retrouver avec des équations uniquement sur... tout à l'heure, c'était sur les déplacements des petites masses. Là, c'est uniquement sur le déplacement du milieu élastique. Et de la même façon, on suppose que l'arbre résistif est diadique et que dans chaque tube, il y a la loi de Poiseuille qui est vérifiée, et donc chaque tube est caractérisé par une résistance. Donc exactement de la même façon que précédemment. Et donc, si je réécris les équations en reprenant l'expression de la pression dans chacune des petites alvéoles, j'obtiens ce terme-là. Alors, de la même façon que précédemment, en fait, toutes les alvéoles sont couplées entre elles, toutes les masses étaient couplées entre elles à travers l'arbre, et là, toutes les alvéoles sont couplées entre elles à travers l'arbre, parce que le déplacement en un point X va dépendre de tous les autres déplacements, toutes les vitesses, en fait, au bord de toutes les alvéoles. Donc, on est en train de coupler, en fait, d'avoir un terme non local en espace à cause de ce terme-là. Et donc, ça a exactement, en fait, quasiment la même structure qu'avant, sauf que c'est sur des conditions aux limites, là, que je l'ai, et pas en dur dans l'équation. Et le but, c'était de regarder ce qui se passait quand le nombre de générations de l'arbre toujours tend vers l'infini, et donc la taille des cellules tend vers 0. La taille de la microstructure tend vers 0.
Et pour avoir un modèle qu'on appelle un modèle homogénéisé, donc où on ne va pas voir la microstructure apparaître, parce que si on voulait résoudre ça numériquement, avec une microstructure de l'ordre du millimètre, il faudrait mailler très précisément, alors créer un maillage très précis du domaine, coller à toutes les interfaces, etc., etc. Donc on veut oublier cette difficulté-là et avoir un modèle qui décrit, un modèle macroscopique qui va décrire le comportement du matériau, mais qui va quand même garder la mémoire en fait de la microstructure. C'est le modèle homogénéisé, c'est ça. Et donc, on se pose la question de qu'est-ce qui se passe quand epsilon tend vers 0. Alors, le terme additionnel, donc si je multiplie la première équation par une fonction test phi, d'accord, et que j'intègre sur oméga, et que j'intègre par partie, est-ce que vous voulez que je le fasse, ça? Oui? J'ai entendu oui. Alors, je vais prendre 0, là. J'ai pris 0, non, j'ai pris f. Donc, je vais multiplier par phi, et puis je vais intégrer sur mon domaine de calcul, là, qui est juste... non, c'est S. C'est le domaine structure, d'accord, avec les petits trous. Donc, je multiplie ça par phi et j'intègre. Qu'est-ce que j'obtiens? Je vais obtenir... Donc, je vais intégrer par partie. Donc, en intégrant par partie, j'ai ces termes volumiques-là qui apparaissent. C'est le produit contracté, c'est A. C'est la trace de AB transposé. Ah, d'accord. Parce que c'est vectoriel, tout ça. Donc, oui. Donc, ça c'est un vecteur. Ça, c'est une matrice. La divergence, c'est un vecteur. Et donc, quand je vais intégrer par partie, ça c'est un vecteur aussi. Donc là, j'aurais dû mettre un point pour le produit vectoriel. Et donc, ce que j'obtiens, c'est le produit scalaire entre deux matrices. Ça, c'est une matrice, et ça, c'est la matrice gradient. D'accord? Et donc, si j'utilise la convention de l'indice répété, j'obtiens ça, en sommant sur I et J. Alors, donc ça va être égal à l'intégrale de Fs phi, oméga S, epsilon. Alors, là, en fait, il va y avoir des termes de bord. Parce que quand j'intègre par partie, j'ai des termes de bord qui apparaissent. Alors, les termes de bord qui sont importants, c'est les termes qui sont sur la... Je vais oublier les autres. Sur le bord extérieur, je vais les oublier. De toute façon, je prends phi égale 0 sur gamma d, ce qui fait que je n'ai pas de terme de bord sur gamma d. Et puis, comme j'ai pris sigma d epsilon scalaire n égale 0 sur gamma n, je n'ai pas de terme de bord sur gamma n non plus. Et donc, il n'y a que les termes de bord qui viennent de l'arbre. Et donc, je vais avoir sur toutes les petites cellules, là, je vais sommer sur toutes les petites cellules et sur tous les bords y, f, k, sigma d epsilon n fois phi. D'accord? Donc ça, c'est les termes de bord. Et ça, j'ai dit que c'était P. Et P, il va être constant par morceau. Et si je le réécris, en fait, ce que je vais obtenir... donc là, si je prends l'expression de P qui est égale à A phi et phi, qui est le flux sur chaque petite cellule, le terme que je vous ai écrit là, c'est exactement celui-là. Donc en fait, il fait intervenir la matrice A, le flux de la vitesse de la structure,
et le flux de la vitesse, le flux de la fonction test. D'accord? Et donc, en particulier, si je prends phi égale la vitesse de la structure, phi égale dt d epsilon, en fait, ce terme-là, c'est un terme positif qui va encore dissiper de l'énergie. D'accord? Et je peux le réécrire de la même façon que précédemment grâce à un opérateur à noyau, k epsilon, qui, lui, va agir, en fait... Donc là, ces termes-là, je peux les réintégrer par partie à l'intérieur du fluide. Vous êtes d'accord? Je peux passer de phi.n à l'intégrale à l'intérieur du fluide, des petites cellules, de la divergence de phi. Oui? Donc c'est exactement ce que j'obtiens là. Et ça, c'est la fonction caractéristique associée à l'alvéole, en fait. Donc j'obtiens quelque chose, un opérateur à noyau, qui agit sur la divergence de la vitesse. Ce qui est un peu normal parce que, en fait, donc ça va modifier en fait la loi de comportement de la structure. Je vous ai dit que dans la loi de comportement de la structure, ce qui régissait sa réaction à la compression, en fait, c'était lambda divergence de d epsilon. Là, c'est quelque chose qui agit sur la divergence de la vitesse. Et donc, il y a aussi un effet de compression. Pourquoi? Parce que, en fait, le fluide peut circuler dans l'arbre. Et donc, il va modifier quelque part, donc c'est un terme qui dissipe l'énergie, mais qui modifie quelque part la réaction à la compression du matériau. Si j'avais un matériau qui était complètement incompressible, je ne peux pas appuyer dessus, ben là, comme il y a des trous et que le fluide peut passer dans l'arbre, en fait, je vais obtenir le matériau fluide plus structure, lui, il va être compressible, parce que j'ai des fuites, en fait, à travers l'arbre. Je ne sais pas si je suis claire. Donc, voilà. Donc, on obtient ce terme-là, qui est en fait un terme viscoélastique et qui est un peu différent de ce qu'on avait en dimension 1, parce que en dimension 1, ici, on avait juste la dérivée en x. C'est la dimension 1, la divergence, le gradient, tout ça, c'est pareil. Donc, en fait, l'opérateur à noyau, il agissait sur tout le gradient de la solution, alors que là, il agit juste sur la divergence de la vitesse de la solution. Ce qui, en termes en particulier de décroissance de l'énergie, on ne sait pas du tout si ce terme-là, pour le coup, il a des bonnes propriétés, parce qu'il ne va pas agir sur tous les modes, en fait, moralement. Donc, pour l'instant, c'est une question complètement ouverte pour nous. Et donc, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand epsilon tend vers 0 ? Et donc, ce qu'on peut faire, on peut faire des développements asymptotiques formels en supposant que notre d epsilon de x, il s'écrit comme un d0 de x. Donc ça va être le comportement macroscopique, plus une correction, epsilon, d1 de x sur epsilon. Donc, la correction, elle va avoir la variable macroscopique, x, et la variable microscopique, x sur epsilon, qui voit l'échelle epsilon, d'accord? Et puis, on peut continuer comme ça. Donc, on peut, à la main, faire des développements asymptotiques pour essayer d'obtenir un modèle homogénéisé qu'on peut également justifier avec des outils standards d'homogénéisation, en particulier l'homogénéisation double échelle, où justement on arrive à passer à la limite en conservant l'échelle macroscopique et l'échelle microscopique. Et donc en fait, ce qu'on obtient, donc ça je vais passer les maths dessus, voilà. Hein. Donc ce qu'on obtient, c'est un système macroscopique qui est vérifié par D0. Alors, pour le coup, on ne voit plus D1, mais dans le transparent d'après, on va voir D1. Et donc, D0, il vérifie une équation homogénéisée qui ressemble à l'équation de départ, sauf qu'en plus, il y a un terme pi, qui est un espèce de terme de pression qui vient en fait du couplage avec l'arbre. Et cette pression, elle vérifie donc là, il y a l'opérateur à noyau limite qui apparaît. Il faut aussi qu'on fasse l'hypothèse que la résistance équivalente de l'arbre est finie. Autrement, on ne peut pas passer à la limite. Donc, sous les mêmes hypothèses que pour le modèle monodimensionnel, on peut passer à la limite. Et
Et cette pression-là qui vient de l'arbre, en fait, elle vérifie une ODE. Elle dépend de X, mais pour le coup, X est un peu un paramètre, enfin pas complètement parce qu'il y a l'opérateur non local là, mais en fait qui induit un retard en temps. Donc c'est contrairement au modèle monodimensionnel, on a à la fois l'effet non local de l'arbre en espace, qui couple tous les points du domaine avec n'importe quel point du domaine à travers l'arbre, mais on a aussi un retard en temps ici qui est caractérisé par ce coefficient. Alors pourquoi on a ce retard en temps? C'est parce qu'en fait le matériau est compressible. Et donc comme le matériau est compressible, l'information, même si dans l'arbre elle voyage à vitesse infinie, parce que le fluide, lui, il est incompressible. Dans le matériau, elle voyage à vitesse finie, et donc en fait, on a cette espèce de retard en temps. Donc on obtient quelque chose quand même d'un peu plus complexe en 3D qu'en 1D. Alors ce retard en temps, en fait, on le perd si on part d'un matériau incompressible. Donc un matériau incompressible, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le comprimer. Et donc à ce moment-là, l'information, elle voyage à la fois de manière infinie dans le milieu élastique et dans l'arbre. Et donc, on perd ce retard en temps. On n'a plus, dans le modèle limite, le retard en temps. Alors, là, c'est le modèle c'est l'équation qu'on obtient sur D1. Alors, en fait, de manière standard, donc il y a des résultats qui existent pour des matériaux perforés, juste avec des petits... Vous prenez un matériau élastique, puis vous mettez des petits trous, puis vous regardez ce que ça donne quand la taille des trous tend vers 0. Et donc on obtient des équations qui sont assez similaires à celles qu'on obtient là, sauf qu'il n'y a pas l'action de l'arbre. Et donc les équations qu'on obtient de manière standard, c'est les équations sans les termes rouges. Et les termes rouges sont là juste à cause de l'arbre qui arrive. Et alors, le fait est que d'habitude, sans les termes rouges, D1 est une fonction de X. Enfin, D1, on résout un problème de cellules juste sur les petites cellules. D'accord? Et X qui est un X de oméga, qui est le paramètre macroscopique, lui, c'est juste un paramètre dans la résolution de ces problèmes de cellules-là. Alors que là, à cause du terme non local, en fait, X n'est plus juste un paramètre, puisque l'arbre couple tous les points du domaine. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que c'est non standard dans l'écriture même des problèmes qu'on obtient sur le correcteur D1 à cause de la présence de l'arbre. Alors, c'est encore plus non standard dans le cas où le matériau est compressible que dans le cas où le matériau est incompressible. Voilà. Je vais passer, parce que... Mais pourquoi j'ai ça en anglais? Bon. OK. Alors, maintenant, donc, comme c'est non standard, cet opérateur à noyau, il va coupler tous les degrés de liberté. Donc, quand on... Alors, je ne sais pas si vous êtes familier des méthodes éléments finis ou des méthodes de discrétisation pour ce type de DP, non? Donc, j'improvise là. Alors, en 1D, on va supposer qu'on a une subdivision, d'accord? Et on va approcher nos fonctions... on va approcher nos fonctions par des fonctions qui sont P1 par morceau, d'accord, qui valent 1 ici, 0, 0 là. Et donc, les fonctions vont s'écrire comme combinaison linéaire de fonctions P1 par morceau. Donc, ce qu'on voit très rapidement, c'est quand on va faire des intégrations par partie, et quand on va calculer
si j'appelle celle-là phi i et celle-là phi j. Donc là, le terme phi i, phi j, il va y avoir un terme non nul parce que le support entre phi i et phi j, il est non vide. En revanche, si je considère celle-là, là, je vais avoir un 0 dans la matrice. Et donc, en fait, ça crée des matrices creuses. Donc, si j'approche ma solution comme combinaison linéaire de fonctions P1 par morceau, comme ça, ce que j'obtiens quand je regarde et mes fonctions test, je les prends aussi égales à des fonctions P1 par morceau, le système matriciel que je vais obtenir, c'est un système matriciel où il va y avoir des zéros partout, en fait. Enfin, beaucoup de zéros. C'est ce qu'on appelle un système creux. C'est un des avantages de la méthode élément fini. D'accord ? Et ce système creux, en plus, on va pouvoir le manipuler très facilement, le stocker beaucoup plus facilement parce qu'il y a plein de zéros, etc. Là, c'est plus le cas. Parce qu'il y a mon arbre qui couple. Mon arbre, il va coupler ce degré de liberté-là avec ce degré de liberté-là par l'intermédiaire de l'arbre. Et donc, je me retrouve avec, quand je vais approcher ma formulation variationnelle, je vais me retrouver avec un système linéaire à résoudre, avec A, là, qui va être une matrice pleine, en fait. Et donc, il faut que je trouve un moyen, qui dit matrice pleine, avec beaucoup de degrés de liberté, etc., il faut que je trouve un moyen de l'inverser rapidement ou de résoudre rapidement ce système linéaire-là. Donc, le moyen qu'on a trouvé, c'est de se baser sur des algorithmes itératifs, où on n'inverse pas la matrice, mais tout ce dont on a besoin, c'est de produits matrices vecteurs. D'accord ? Donc, ce qu'il faut qu'on arrive à calculer rapidement, c'est le produit de la matrice A avec n'importe quel vecteur U. Et ça, on peut le faire facilement à cause de la structure dyadique de l'arbre. En particulier, si je connais tous les débits en sortie, je peux très facilement en fait calculer toutes les pressions en sortie. Pourquoi ? Parce que si je connais tous les débits en sortie, en fait, je connais tous les débits dans toutes les branches. Et comme le raisonnement que je vous ai fait tout à l'heure pour construire A, en fait, où je remonte sur les débits et je redescends sur les pressions, ben, je peux l'utiliser là pour calculer rapidement le produit matrice vecteur. D'accord ? Donc voilà, donc ça c'est une des difficultés du problème parce que le terme est non local, mais en fait elle se résout relativement facilement en choisissant une méthode numérique itérative où je n'ai besoin que de produits matrice vecteur et en utilisant la structure du problème et les propriétés du problème. Alors là, j'ai pas la main. Bon. Et ça se lance pas. Si. Là, c'était des simulations numériques en dimension 2, donc avec une onde de pression qui se propage, avec un arbre résistif. Alors, mince. Donc ça, c'est un arbre résistif où le alpha de la résistance, là, est assez grand. Et donc, en fait, oui, c'est ça. Il est assez grand et donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de propagation de l'onde de pression. Alors que là, il est plus petit et donc on la voit un peu se propager, ou c'est le contraire ? C'est peut-être le contraire parce que là, ça dissipe pas mal l'énergie. Donc, ça doit être le contraire. Le alpha grand doit être en haut, donc l'énergie est dissipée. On voit l'onde de pression complètement dissipée. Donc, on voit l'action de dissipation de l'arbre, alors qu'en bas, il doit être plus petit. Donc, voilà. Donc, maintenant, on s'est demandé... Jusque-là, on n'a pas comparé ça avec rien du tout comme données expérimentales. C'était un modèle jouet, etc. Donc, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait reproduire et quelles étaient les données à notre disposition. Alors, en médecine, on ne peut pas aller mettre des capteurs. Voilà, donc il y a de l'imagerie, ok. Et puis, il y a des mesures, comme je vous ai dit, de pression et de volume et de débit à la bouche. Et en particulier, les allergologues ou les pneumologues ont l'habitude d'utiliser un
un appareil qui s'appelle un spiromètre, où on nous demande de respirer de manière normale, ensuite de prendre une grande inspiration et d'expirer très fort. Et ce qu'ils ont l'habitude de lire, eux, c'est des portraits de phase, volume, débit. Et donc, c'est vraiment avec ça qu'ils travaillent. Et donc là vous avez le volume au cours du temps. Donc, vous avez des respirations normales, une grande inspiration et puis une expiration. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont l'habitude de lire, c'est vraiment le portrait de phase, volume, débit. Alors, apparemment, là, il a mal respiré le patient, parce que normalement, il n'y a pas de plateau. Donc, il faut que la manœuvre soit bien faite pour pouvoir être lue, mais il n'y a pas de plateau en haut. Donc, au début, il y a les respirations normales, il y a la forte inspiration, d'accord ? Et puis l'expiration, et c'est l'expiration forcée, en fait, qu'ils ont l'habitude de lire. Et donc, on a essayé de reproduire ces portraits de phase en appliquant une force extérieure en créneau à notre petit modèle. Alors, c'est des simulations en dimension 2. Et puis, on a essayé de modifier les paramètres pour voir si on avait des modifications des portraits de phase. Et en particulier, donc là, donc c'est l'inspiration, et ça, c'est l'expiration, dans un cas sain, qu'on a appelé sain. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, dans un cas sain, là c'est une droite, c'est linéaire. D'accord ? Il y a un seul temps de relaxation, en fait, dans le système, et c'est linéaire. Et donc là, ce qu'on a modifié, c'est le paramètre de Lamé, le mu, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on a modifié un paramètre sur le matériau. On l'a rendu plus rigide. Donc, on a plus de mal à respirer. Donc, c'est ce qu'on voit, c'est que le volume qu'on respire est plus petit. En revanche, bon, il y a pas vraiment il y a un petit peu une modification du débit de pointe, mais il n'y a pas vraiment de changement de la courbe d'expiration là. Donc, mais ça, c'est vraiment caractéristique de ce qu'ils voient eux en clinique. Et puis là, on a cherché à décrire de l'asthme. Et donc, on a imposé une augmentation des résistances distales, mais juste sur un côté, pas de manière uniforme, un côté de l'arbre. Donc, il n'y a qu'un côté de l'arbre où il y a des résistances augmentées. Et donc là, on voit le débit de pointe qui est vraiment diminué. Donc, on a plus de mal à expirer. Ce qui se passe dans l'asthme, effectivement, les asthmatiques, ils n'arrivent pas à vider leurs poumons. Et puis, ce qu'on voit, c'est une espèce de... Donc, c'est plus totalement une droite. Alors, c'est pas très franc, là. Mais on pourrait voir deux temps de relaxation différents. Mais ce qui est un peu normal, parce qu'il y a une résistance qui est augmentée dans une partie de l'arbre. Je vous ai dit, c'est RC, le temps de relaxation pour le modèle 0D. D'accord ? Et donc là, on peut dire qu'il y a un R1 d'un côté dans l'arbre et puis un R2. Et donc, il y a deux temps de relaxation et on les voit apparaître. Et c'est effectivement ça qui leur dit qu'il doit y avoir des résistances qui sont augmentées dans une partie du poumon. Alors, moi, je ne sais pas comment ils font. Ils arrivent aussi à lire à quelle génération c'est en fonction d'où arrive le point de rupture. Ouais, je n'ai jamais compris. Mais bon, voilà. Oui, complètement, ouais. Mais c'est vraiment ces courbes-là. Alors, donc on est super content. On se dit, on reproduit des courbes expérimentales avec notre petit modèle et puis de l'hétérogénéité, parce que le fait d'avoir du 3D, c'est qu'on peut mettre des hétérogénéités soit dans l'arbre, soit dans le parenchyme de manière non uniforme, en fait, et regarder ce qui se passe. Le problème, c'est qu'en fait, apparemment, les pressions appliquées pour pouvoir avoir ces courbes-là, elles sont 10 fois inférieures aux pressions réelles. Alors, vous allez me dire, oui, mais les pressions réelles, comment on mesure la pression appliquée sur le parenchyme pulmonaire ? En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un petit ballon dans l'œsophage et ils mesurent la pression œsophagienne et ils disent que la pression œsophagienne est le reflet de la pression appliquée sur le poumon. Alors, il se trouve qu'on est à un ordre de grandeur 10 fois inférieur sur la pression qu'on applique là par rapport à la pression œsophagienne. La question, c'est est-ce que la pression œsophagienne est vraiment représentative de la pression appliquée sur le poumon ?
Mais on peut se dire que quand même, on loupe des choses dans le modèle parce qu'on n'a pas les bons ordres de grandeur sur la pression appliquée pour retrouver les bons ordres de grandeur sur les volumes et les débits. Et donc, ce que je vous ai dit, c'est ce qu'on loupe, c'est éventuellement le fait qu'il y a de la variabilité, beaucoup plus de variabilité dans l'arbre, même si là, on a changé des résistances de manière non constante par génération, donc beaucoup plus de variabilité dans l'arbre. Là, on a un réseau résistif où on n'a pas tenu compte de la perte de charge, et puis on n'a pas tenu compte du tout de la déformation des branches, et la déformation des branches affecte directement la valeur des résistances, parce que quand j'ai mon rayon qui se réduit, j'ai ma résistance qui augmente, ce qui risque d'être le cas en fait en expiration forcée où tout est compressé et donc mon rayon se réduit. Et là, on a pris des résistances constantes au cours du cycle respiratoire. Donc on fait vraisemblablement des erreurs. Alors, je vais peut-être aller plus vite, j'ai prévu trop. Donc, on s'est dit, on ne s'est pas dit, je ne le présente pas dans l'ordre chronologique, mais un autre moyen de mieux représenter en fait le fluide, c'est de résoudre les équations de Navier-Stokes dans la géométrie tridimensionnelle qu'on pourrait acquérir grâce à de l'imagerie médicale. D'accord ? Et donc là, a priori, on ne fait pas d'erreur sur le fluide, au moins pour les... moins d'erreurs sur le fluide, et on peut se dire qu'on est meilleur. Donc, ce qu'on a fait, c'est, on s'est dit, on a une géométrie d'arbre tridimensionnelle, jusqu'à la 10e génération à peu près. Il y a des gens qui savent la segmenter, et donc nous on va essayer de résoudre les équations de Navier-Stokes, donc du fluide, vraiment, dans cette géométrie-là. Après, on pourrait essayer de coupler à un matériau homogénéisé, tridimensionnel, de parenchyme pulmonaire, etc. Mais ça commence à faire ça commence à être très complexe. Et donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait décrire de manière simplifiée tout ce qui se passait après, à la sortie de cette géométrie, et donc en particulier ce qui se passe dans les sous-arbres et ce qui se passe, l'élasticité des tissus. Donc là, les équations de Navier-Stokes, U c'est la vitesse du fluide, ρ c'est sa densité, mu c'est sa viscosité, et P c'est la pression du fluide. Donc là, vous avez le terme de dérivée particulière, qui est le terme d'accélération, et puis mu laplacien U, ça c'est dû à la viscosité du fluide, au frottement des particules de fluide entre elles, et puis P, c'est la réaction à la compression du fluide, et là je suppose que P, le fluide est incompressible, donc sa divergence est égale à 0. Et donc ce qu'on va chercher à imposer, donc on suppose qu'on a une pression à la bouche, P0, et puis on a des pressions sur toutes les petites sorties ici. Mais ces pressions-là, pi, je ne sais pas les mesurer. Je ne peux pas aller mettre des capteurs chez les gens pour mesurer ces pressions. Donc il faut que je trouve un modèle qui va me piloter ces pressions-là. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire exactement la même chose qu'en sortie. Donc j'ai ma sortie ici avec gamma i. Et ce que je vais mettre, c'est... Je vais supposer que j'ai une résistance RI. D'accord ? Et donc là, j'ai mon flux QI. Là, c'est le débit dans cette branche-là. Et ça, c'est juste l'intégrale de la vitesse, le flux de la vitesse sur cette surface-là. Donc ça, c'est le débit dans la branche. Et ce que je vais mettre en bout, c'est une résistance. Et puis pour toutes mes sorties, je vais mettre des résistances. Et puis, je vais supposer que ça arrive dans une boîte. Pensez au ballon de tout à l'heure avec une raideur K. Et que cette boîte, elle se déplace à une raideur K. Je pourrais mettre un gros ballon avec
une élasticité E ou une compliance C, ça serait pareil. Là, on a juste dit, c'est une boîte et elle se déplace juste verticalement parce que au départ, on pensait que le poumon se déplaçait essentiellement verticalement à cause de la contraction du diaphragme. Voilà. Mais pensez au ballon du départ, c'est pareil. D'accord ? Et donc, on a l'écoulement de Poiseuil, où on a le saut de pression. Donc, ici, on a PI, et puis là, on a PI. Et puis, je vais supposer que PI, en fait, c'est la pression alvéolaire. Ma pression alvéolaire qui est uniforme partout. Donc, tous les PI vont être égaux. Et donc, on a le saut de pression qui est proportionnel à la résistance fois le débit. Donc, on met un écoulement de Poiseuil de la même façon. Et donc, les conditions aux limites s'écrivent comme ça. Maintenant, PI, je vous ai dit, je vais supposer que c'est la pression alvéolaire. Donc, PI va être égal à la pression alvéolaire. Et on va regarder le déplacement du piston, là. Donc, X est comme ça, et on regarde le déplacement du piston. Et donc, on écrit pour la relation fondamentale de la dynamique pour ce piston. Il a une masse M, une raideur K, il y a la force extérieure, et puis il y a la force appliquée par la pression alvéolaire, que j'appelle PA, et pas P-alv. Voilà. Et donc, elle se répartit sur la surface S de mon piston. Et puis, pour fermer tout le système, ce que je dis, c'est que le volume de cette boîte-là, qui est S, la variation de volume de cette boîte-là, qui est S fois X point, d'accord ? Donc, c'est le V' de tout à l'heure. Et ben, c'est exactement la variation de volume qui sort de toutes les branches, d'accord ? Parce que j'ai quelque chose de complètement incompressible. Et donc, j'ai fermé mon système ici. Et puis, comme c'est complètement incompressible, c'est aussi ce qui rentre à la bouche. Ça, c'est ce qui rentre à la bouche de fluide. Et donc, on obtient un joli système où on a les équations de Navier-Stokes. Les paramètres, c'est encore les RI. D'accord ? C'est les résistances de chacune des sous-branches que je vais pouvoir aller changer. Et puis, cette raideur K. Donc, là, j'ai perdu quand même quelque chose parce que j'ai qu'une seule raideur. D'accord ? Donc, je ne vais pas pouvoir avoir des hétérogénéités dans l'élasticité des tissus. Et donc, sur ça, on peut... donc, à chaque fois, un des premiers outils, quand on développe des modèles comme ça, c'est de regarder si les modèles qu'on développe vérifient ce qu'on appelle des estimations d'énergie. Alors, c'est quoi des estimations d'énergie ? C'est juste regarder si comment se comporte l'énergie du système. D'accord ? Alors, pour ça, de la même façon que précédemment, j'avais multiplié par une fonction test, là, ma fonction test, c'est la vitesse du fluide. Donc, je vais multiplier les équations de Navier-Stokes par la vitesse du fluide U. Et puis, je vais intégrer sur mon domaine oméga. D'accord ? Et je vais intégrer par partie pour faire apparaître les termes de bord ici, qui sont associés au tenseur des contraintes fluides. Et donc, faire apparaître le modèle de piston. Et celui-là, je vais le multiplier par X points. D'accord ? De la même façon. Donc, et en faisant ça, ce qu'on obtient, en fait, c'est ce type d'égalité. Donc, ce qu'on obtient, c'est qu'on a la dérivée en temps de l'énergie cinétique du fluide, plus la dérivée en temps de l'énergie cinétique de la structure, plus la dérivée en temps de l'énergie mécanique de la structure, K, plus l'énergie de dissipation du fluide, donc un terme positif, mu, l'intégrale sur oméga de gradient U carré, ça c'est un terme positif qui va dissiper l'énergie, plus la dissipation dans les petits sous-arbres avec une résistance RI. Ça, c'est un terme de flux d'énergie cinétique à l'entrée-sortie. On a de l'énergie, ça se comprend. Donc, c'est quand on intègre par partie le terme U
gradient U fois U sur oméga. D'accord? Quand on l'intègre par partie, ce terme-là, il fait apparaître exactement le terme en bleu, qui est un flux d'énergie cinétique. Et pourquoi ça intervient? C'est parce qu'en fait, on a un système ouvert dans lequel je fais rentrer du fluide et je fais sortir du fluide. Et ça, je ne le contrôle pas. Et la particularité, c'est que ce terme-là, je ne connais pas son signe. Si U scalaire n est positif, c'est bon. Et si U scalaire n est négatif, j'ai le mauvais signe. Donc, ce n'est pas un terme qui dissipe de l'énergie, c'est un terme qui, potentiellement, apporte de l'énergie au système. Et donc, pour montrer l'existence de solutions, on peut avoir des problèmes parce que ça apporte de l'énergie au système. On ne sait pas, en fait, que l'énergie est effectivement bien bornée pour tout temps. Et donc, par exemple, si je cherche à appliquer un lemme de Grunwald, etc., derrière, ce terme-là, je ne vais pas savoir le borner, en fait. Et c'est en particulier le cas donc à l'inspiration, c'est le cas à la bouche, et à l'expiration, ça va être le cas de tous les petits sous-arbres. Et donc ça pose des problèmes théoriques, en fait, pour montrer l'existence de solutions. Je suis trop longue. Alors, rapidement, en fait, on peut montrer l'existence de solutions pour ce type de problème. Alors, soit, en fait, en se débarrassant de ce terme-là, en bleu, comment on s'en débarrasse, en fait, c'est au lieu de considérer la pression, on va considérer la pression plus U carré sur 2, le terme d'énergie cinétique. Et donc, en fait, on va faire disparaître complètement ce terme-là, et donc, en décomptant, on va pouvoir avoir une estimation a priori et montrer l'existence de solutions faibles dans ce cas-là. Alors, ce terme de pression, il a un sens physiquement. Ça ressemble à Bernoulli, ça. D'accord? Donc, en fait, c'est la pression totale du mélange. On peut aussi, en fait, montrer l'existence de solutions faibles en contraignant U à être proportionnel à un profil qu'on se donne. Et à ce moment-là, ce sont les lambda I qui sont les inconnus aux interfaces. Donc, à ce moment-là, on a un seul degré de liberté aux interfaces, et ça permet de... On se retrouve en dimension finie. L'idée, c'est qu'on se retrouve en dimension finie aux interfaces, et donc, aux interfaces, toutes les normes sont équivalentes. Et donc, ce terme-là, le terme de flux d'énergie cinétique, on va réussir à le contrôler. Et puis, on peut montrer l'existence de solutions fortes. Alors, pourquoi fortes? C'est parce que, justement, on a besoin de contrôler ce terme-là, qui est a priori pas contrôlable par l'énergie du système. Et donc, on a besoin d'aller sur des solutions plus régulières pour pouvoir arriver à le contrôler. Et en fait, le truc rigolo, c'est qu'on le contrôle uniquement quand on a coupé notre géométrie à angle droit. C'est-à-dire que là, il faut que j'ai un angle droit. Si ma géométrie elle a été mal reconstruite et que j'ai une sortie comme ça, en biseau, en fait, théoriquement, je ne sais pas montrer l'existence de solutions fortes. Et d'ailleurs, numériquement, ce qui se passe, c'est que éventuellement, j'ai des singularités en pression. En fait, on amène dans la solution des singularités qui n'existent pas physiquement, parce qu'en fait, on a coupé notre système, on a mis des frontières artificielles, en fait, qui n'existent pas dans la réalité. Et donc, on est en train de mettre des frontières artificielles, on crée une singularité dans notre domaine, et on voit apparaître ça numériquement, où on voit numériquement des singularités en pression, et théoriquement, on n'arrive d'ailleurs pas à montrer l'existence de solutions si on n'a pas un angle droit. Et si on a un angle droit, on a moins de singularités. Je vais passer aux résultats numériques. Donc là, on s'était juste amusé à boucher des sorties, donc à augmenter des résistances. Donc ça, c'est une géométrie réelle d'un arbre réel. Donc c'est des simulations numériques qui sont faites avec la méthode des éléments finis. Et on s'est amusé à boucher des sorties. Donc on voit juste que le fluide sort moins ici. Et on a quand même
quantitativement, sur la pression à la trachée, on a quand même des variations. Alors, Céline, des couleurs, moi, quoi, ça correspond. Alors, c'est quoi? alors ça doit être, je ne dois pas te dire bêtise, c'est des champs de pression. Et donc, ça doit être plutôt à l'expiration, là. Donc ça, c'est des champs de pression. Et donc, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a une différence entre... Ouais, c'est pas net. Entre la pression à la trachée là et là. D'accord, on a quand même une différence et on a bouché on a augmenté les résistances juste de 4 sorties là seulement. Donc on a déjà une différence. Et alors ça, on le voit sur ça, c'est les lignes de courant de la vitesse. Donc on voit quand même que le fluide il passe pas là parce que la vitesse c'est 0 en bleu là. Et on voit quand même que ça se propage assez loin dans la trachée. Alors le truc, c'est qu'est-ce que j'en fais de ces simulations 3D, avec quoi je les valide. J'ai pas de mesure des vitesses 3D quand je respire. Voilà, donc. Mais ça peut aider, en fait, ça peut aider à mieux comprendre les phénomènes et ce qui se passe, et éventuellement faire après du dépôt d'aérosol. Et pour le coup, pour le dépôt d'aérosol, sur des rats en particulier, on peut faire des choses, parce qu'on tue le rat. Et donc après, on peut aller regarder où l'aérosol s'est déposé dans les bronches du rat et donc comparer. Voilà, c'était juste pour vous montrer ce que ça donne comme écoulement 3D. Là, on a refait les mêmes courbes de débit-volume en changeant là aussi les résistances ou le K pour voir. Et on retrouve là aussi des choses qui sont qualitativement correctes, mais quantitativement, elles ne le sont pas parce que la pression qu'on applique, encore une fois, elle est pas, a priori, pas assez importante, alors qu'on a résolu les équations de Navier-Stokes tridimensionnelles. Donc, pour le coup, on a des non-linéarités qui viennent des équations de Navier-Stokes. On a une géométrie réelle. Et donc, la résistance dans les voies aériennes supérieures, on l'estime bien, puisqu'on résout les équations de Navier-Stokes. Donc, on est en train de faire quelque chose qui est beaucoup plus proche de la réalité. Et malgré ça, en fait, on n'a pas encore les bons ordres de grandeur. Donc, il manque encore quelque chose dans le modèle. Et c'est vraisemblablement le fait que les bronches bougent. Donc, en fait, en ajoutant des ingrédients dans le modèle, et puis en le comparant au peu de données qu'on a, on peut voir si le modèle est pertinent ou pas et essayer de rajouter des ingrédients pour pouvoir aller vers des modèles un peu plus pertinents, tout en gardant à l'esprit qu'il ne faut pas qu'on ait des modèles trop complexes, parce qu'après, les paramètres, on ne va pas pouvoir les identifier. Là, je les ai mis à la main avec des données de la littérature, etc. Mais c'est des choses, la résistance, la raideur, c'est des choses que je ne sais pas aller mesurer. Voilà. Donc, on l'a fait aussi chez le rat. Alors ça, cette fois-ci, chez le rat, on a mis... Pour avoir des hétérogénéités, on a mis plein de petits ballons. Au lieu de mettre un gros ballon, on a mis des résistances et puis plein de petits ballons. Comme ça, on peut modifier en fait l'élastance de tous ces petits ballons-là. Et là, ce que vous voyez, c'est un maillage. Donc, on va calculer, c'est la vitesse et la pression juste au nœud du maillage. Voilà, donc ça. Alors, est-ce que j'ai le temps de parler rapidement d'applications Oui, voilà. Donc, OK, jusque-là, on a fait des modèles. On s'est posé la question. Alors, je ne vous ai pas fait de démonstration mathématique pour l'existence, l'unicité des solutions, etc. Mais voilà, l'idée, c'est que c'est basé essentiellement sur les estimations a priori que je vous ai montrées. Parce que ça montre que la solution, elle va être bornée dans des espaces de Sobolev. Donc, elle infinit elle infinit en temps à valeur dans H1. Donc, H1, c'est quoi? C'est U est dans L2 et gradient U est dans L2. Voilà, pour faire simple. Et donc on arrive à montrer l'existence, pas l'unicité là, parce que Navier-Stokes tridimensionnel, je gagnerais 1 million.
Et pour les solutions fortes, il y a existence et unicité. On a des algorithmes qui fonctionnent. Encore une fois, là, il y avait des difficultés parce que il y a des difficultés spécifiques à ce problème couplé. Mais on est encore assez loin des applications. Alors, en fait, ce que je veux vous présenter ici, c'est un travail qui a été fait dans le cadre d'une thèse CIFRE avec Air Liquide. Donc, la thèse de Nicolas Posin. Et en fait, Air Liquide, il fabrique des gaz, de l'oxygène. En particulier, là, pendant la crise Covid, ils ont fourni de l'O2 à tous les hôpitaux, à beaucoup d'hôpitaux. Et en particulier, un gaz qu'ils fabriquent, c'est un mélange hélium-oxygène où on a remplacé l'azote de l'air par de l'hélium. Et ils le vendent aussi à des hôpitaux. Et les hôpitaux l'achètent, mais ils ne savent pas très bien quel est le bénéfice pour le patient. Ils sont contents, ils le vendent. Et donc, la question qui se posait, c'est quelles étaient les études cliniques sur faire inhaler à un patient un mélange d'hélium-oxygène n'étaient pas concluantes. C'est-à-dire que c'était bénéfique pour certains patients et pas bénéfique pour d'autres. Et donc, ils voulaient essayer d'explorer numériquement pourquoi certains patients pouvaient avoir un bénéfice ou pas à inhaler ces mélanges hélium-oxygène. Alors, quelle est la différence entre l'air et le mélange hélium-oxygène? C'est essentiellement la densité. Donc, c'est la densité de l'hélium qui est beaucoup plus faible que la densité de l'air. Et donc, une des hypothèses, c'est qu'il y a un bénéfice pour le patient. Il faut imaginer un patient malade. Et en fait, une des problématiques, c'est que les patients se fatiguent à respirer. Quand ils ont de l'asthme ou qu'il y a réduction de la lumière bronchique, il y a une vraie fatigue et ils tirent de plus en plus, ça peut abîmer le poumon, etc. Et donc, comme l'hélium-oxygène est moins dense que l'air, l'hypothèse, c'était que justement, ça diminuait les efforts du patient. Et donc, on a essayé de voir si ça diminuait effectivement les efforts du patient. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on avait un tissu linéaire élastique, un arbre résistif, avec des résistances de Poiseuil ou des résistances non linéaires. Alors, pourquoi le ou? En fait, c'est pas ou, c'est des résistances non linéaires. Parce que les résistances de Poiseuil, elles ne dépendent que de la viscosité du fluide. Et donc, et la viscosité de l'air et de l'hélium-oxygène, c'est quasiment la même chose. Donc, je ne mets pas en jeu la densité, si je ne prends pas des résistances qui prennent en compte la densité. Les données, on a la géométrie du parenchyme pulmonaire. On sait reconstruire son déplacement de surface grâce à des images, à certaines... insufflation, enfin voilà. Et on a la géométrie de l'arbre. Et donc, on prend ce modèle-là, qui est le modèle avec un arbre fini, en fait. Le modèle que je vous ai montré, élastique arbre avec un arbre fini. Et les paramètres à identifier, c'est toujours les paramètres élastiques et les paramètres de l'arbre. Alors là, on a supposé qu'on avait notre arbre, qu'on avait nos résistances et qu'on avait des paramètres élastiques qui correspondaient à la littérature. Voilà comment on a reconstruit le déplacement en ayant deux images à deux volumes différents. D'accord ? Et puis on reconstruit un champ de déplacement qui vaut... Enfin, là, il y a forcément des erreurs parce que c'est juste une reconstruction pour passer d'une image à une autre. Et puis là, vous voyez tous les sous-domaines qui sont irrigués par notre arbre. L'arbre, il est donné par de l'imagerie médicale. Et là, c'est le maillage du parenchyme pulmonaire. Donc voilà, l'hypothèse, c'est que les gaz à faible densité diminuent les efforts respiratoires. Et donc, on voulait explorer la variabilité en fonction des patients et des patientes. Et la résistance qu'on prend, c'est le max entre la résistance de Poiseuil et cette autre expression-là qui fait intervenir la densité du fluide et qui dépend du débit, en fait, dans la branche.
Donc cette résistance-là, elle est activée quand le débit est fort. Si le débit est faible, ce qu'on va voir, c'est la résistance de Poiseuille, ce qui est normal. À débit faible, on est à un écoulement laminaire, et puis à débit fort, on va voir apparaître des termes qui vont dépendre en fait du ρF. Alors ces formules-là, elles ont été calibrées en fait sur des bifurcations par Pedley, donc c'est de la formule de Pedley. Donc pour des fluides avec des bifurcations, donc elles prennent en compte la perte de charge dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais ce sont des formules calibrées à partir d'expérience. Donc ça, je ne les ai pas dérivées mathématiquement, voilà. Elles sont calibrées à partir d'expérience. Et donc ce dont on s'est aperçu, c'est qu'en fait, il y a une forte variabilité en fonction. Donc, on a pris trois volumes, trois parties différentes qui ont à peu près le même volume au repos, mais qui ventilent pas du tout de la même façon après. Et puis, on a mis des bronchoconstrictions, soit pour alimenter la partie rouge, soit la partie bleue, soit la partie verte. Et on a comparé l'hélium et l'oxygène en fonction de où on avait des pathologies dans l'arbre. Et on s'aperçoit qu'en fait, on n'a pas tout à fait le même comportement en fonction des trois régions. Donc, on retrouve bien cette variabilité en fonction d'où est la pathologie. Et ce qu'on voit, c'est qu'il faut des débits relativement forts pour avoir un bénéfice de l'hélium-oxygène, autrement on n'en a pas. Donc là, on a les bronchoconstrictions, le type de bronchoconstriction et l'amplitude relative de volume entre l'air et l'hélium. Alors, ce qu'on a fait autrement, c'est qu'on a regardé, donc on se donne un déplacement de la surface, et en sortie, ce qu'on récupère, c'est les efforts respiratoires. Donc, c'est vraiment le juge de paix. Est-ce que le patient, il va voir son effort respiratoire diminuer Et on a modélisé, on a simulé des asthmes. Donc, on a mis de manière aléatoire dans l'arbre des résistances qui augmentent. D'accord ? C'est pas moi, ça. Alors, je vais juste rapidement, voilà. Donc, en fait, ça, c'est un patient sain. On a un seul patient sain. Et il n'y a pas de différence entre respirer de l'air et respirer de l'hélium-oxygène. Et puis, on a simulé des patients asthmatiques. Alors, et on leur a fait respirer de l'air ou de l'hélium-oxygène. Et donc, ce qu'on aperçoit, c'est que là, pour le coup, il y a une très forte variabilité. Alors, ce qu'on ne voit pas, c'est que globalement, c'est mieux sur l'effort respiratoire pour n'importe quel patient de respirer de l'hélium-oxygène. Mais ça peut dépendre très fortement, le bénéfice dépend très très fortement du type d'asthme. Et en particulier, potentiellement, il y a beaucoup plus de bénéfices quand il y a des grosses constrictions à certains endroits, plutôt que plein de petites à plein d'endroits. Donc l'asthme, on a modélisé avec plein de petites constrictions à plein d'endroits, ou quelques grosses à certains endroits. Donc ça c'est les patients asthmatiques. Et quand on ne met pas les plein de petites à plein d'endroits, en fait, on a une beaucoup plus grande variabilité.
Et là encore, ça dépend du lieu de la constriction. Plus elle est haute, en fait, plus on va avoir de bénéfices à respirer de l'hélium-oxygène. Alors, le truc, c'est que ce n'est pas complètement satisfaisant parce qu'on a aussi simulé des crises d'asthme où tout d'un coup, on avait ces constrictions qui apparaissaient. Et en fait, on a le même bénéfice à respirer sur une période plus longue, donc à être calme et à respirer au lieu de respirer sur 4 secondes, on respire sur 8. Donc, demander aux patients de respirer calmement, en fait, on diminue l'effort respiratoire et on a le même bénéfice que d'inhaler de l'hélium-oxygène, ce qui n'est pas complètement satisfaisant. Alors, en général, les patients paniquent, et donc on pourrait leur faire inhaler de l'hélium-oxygène pour qu'ils se calment et ensuite reprendre une respiration douce et normale. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce que j'avais encore d'autres trucs, mais je vais m'arrêter là. Vous avez des questions? C'est la sieste. C'est que parmi les questions que j'avais, c'est qu'en fait, votre étude, votre dernière étude, vous avez appris la modélisation que vous nous avez expliquée en dernier, quoi. Oh non, pas en dernier, en avant-dernier. Au tout début de l'heure, là, en gros. D'accord. Donc on a le... C'est-à-dire que vous êtes parti, vous avez créé une modélisation, enfin un modèle pour essayer de résoudre un certain problème. Et en fait, vous êtes aperçu que ce modèle-là pouvait donner aussi des résultats dans cette autre configuration. Voilà. Et ça, c'est pourquoi vous avez eu cette idée-là, à cause de quelles données Alors justement, c'est très piloté par les données. Donc le modèle où je résous Navier-Stokes avec mes résistances et mon ressort, en fait, il est piloté par une pression. Parce que sur le ressort, j'applique une pression. Si j'applique un déplacement sur le ressort, je ne résous pas le ressort, en fait. Puisque je connais son déplacement. Donc, j'élimine, en fait, complètement toute cette partie-là. Et c'est comme si j'appliquais des pressions en bout d'arbre, en fait. Et donc ça, la pression, on n'y a pas accès. Et donc, il fallait vraiment un modèle où les données, c'était plutôt des données de déplacement. Et si ce sont des données de déplacement, c'est plutôt le modèle où on a notre parenchyme pulmonaire élastique irrigué par l'arbre, en fait. D'accord ? Alors après, je peux vous montrer le dernier, là. On peut imaginer notre parenchyme pulmonaire avec un milieu tridimensionnel élastique qui est connecté à un arbre, qui est lui-même connecté à... Navier-Stokes tridimensionnel. On pourrait faire les deux modèles que je vous ai montrés, ou les coupler, ouais. Et vraisemblablement, quelque chose qui manque vraiment, c'est des non-linéarités. Parce qu'encore une fois, même si on a pris en compte les non-linéarités dues à Navier-Stokes, on n'a pas les bons ordres de grandeur, donc en expiration forcée en particulier. Donc vraisemblablement, là, il faut des non-linéarités pour le comportement de la structure et éventuellement des bronches qui sont souples. Mais là, on arrive à un degré de complexité, sauf à le prendre en compte dans les résistances, en fait. Arriver à avoir un modèle où les résistances varient en temps et dépendent de la pression extérieure qui est exercée. Et le point où j'étais un peu perdu, là, c'est à propos de Navier-Stokes en dimension 3. Les équations que vous obtenez, tu dis qu'on obtient, vous avez des théorèmes d'existence. D'existence, oui. D'accord, qui sont des théorèmes complètement théoriques, j'imagine. Oui. Et basés sur quel type d'outil mathématique alors, l'outil mathématique de base, c'est l'estimation a priori dont j'ai parlé. C'est-à-dire que je vais faire sur la chaleur.
j'ai mon équation de la chaleur ici. Je vais multiplier par U. Donc voilà, j'ai enlevé toutes les non-linéarités, la pression, etc. Je vais intégrer sur mon domaine oméga, et ce que j'obtiens, c'est ça. Et donc là, j'applique mon inégalité de Cauchy-Schwarz préférée. Ouais. Et ce que je vais poser phi de t, c'est 1/2 de l'intégrale sur oméga du carré. Donc ça, j'intègre sur oméga, donc ça, c'est quelque chose qui dépend du temps. J'écris ça très, très salement. Je peux mettre le temps là, si vous voulez. Je peux mettre, ouais. Et puis j'intègre en x, là, hop. Et puis, là, je vais avoir intégrale de 0 à t de somme sur oméga, gradient carré, dx dt. D'accord? Donc ça, c'est mon phi. Et donc, j'obtiens phi prime. Alors, j'applique Young. Et donc, je me retrouve avec f, phi prime de t, plus phi de t. Et donc, j'ai une inégalité différentielle pour laquelle je peux appliquer le lemme de Grunwald. Voilà. Et donc, je sais que si ma solution existe et est suffisamment régulière pour faire tous ces calculs-là, en fait, phi va être borné. Phi borné, ça veut dire que U va être borné dans L infini en temps, c'est le sup en temps de la norme L2 en espace. Et puis là, c'est la norme L2, c'est la norme du gradient dans L2 de 0t à valeur dans L2 de 0t. D'accord? Et donc, mon énergie est finie. Alors après, comment j'exploite ça? Je fais une méthode de Galerkin, par exemple, c'est-à-dire que je vais approcher mon système par un système de dimension finie. Non? Bon. Donc U, je vais l'écrire comme somme des alpha I phi I, et puis je vais considérer donc ça va être une base de l'espace dans lequel je vais chercher mes solutions. Et donc, je vais obtenir en fait un système d'ODE après, à partir de ça. UN va vérifier les mêmes estimations a priori que U, et la constante qui intervient ici, elle est indépendante de N. Et donc, je vais pouvoir extraire des sous-suites qui convergent. Et UN va converger vers U, qui va être la solution du problème de départ. D'accord. Donc, c'est toute une méthode. Par exemple, ça peut être comme ça. Donc là, ce que je fais, c'est que il n'y a pas un gros théorème qui assure d'un seul coup l'existence d'une unicité des solutions. Alors, pour tous ces trucs-là, en général, on est en dehors des clous de tout. C'est-à-dire que je pourrais essayer d'appliquer la théorie des Smith Group et Yoshida, etc., etc. Mais souvent, en fait, on n'est pas dans les clous de ces trucs-là. Donc, il y a des choses à faire pour démontrer qu'on est dans les bonnes conditions, etc., etc. Mais bon, ça c'est un chemin complètement standard. Hein. De se ramener à un système approché. Alors, c'est soit un système en dimension finie, et donc on se ramène à une équation différentielle ordinaire. On montre des choses sur la solution approchée, et donc on montre des estimations qui permettent d'extraire des sous-suites qui convergent. Soit on approche le DP par un système plus simple, mais une DP aussi. Donc voilà, sur lequel on peut montrer des choses, on régularise certains termes, etc. Et on passe à la limite quand le paramètre de régularisation tend vers 0. Mais l'outil principal, c'est, enfin, en tout cas pour l'existence de solutions faibles, ce sont les estimations a priori qui ont un sens physique en plus. Donc, avant de discrétiser mon équation, si je ne sais pas que mon énergie est bornée,
c'est comme l'air, comme la méthode de l'air, je vais l'appliquer à une fonction f qui est globalement lipschitzienne, parce qu'autrement, éventuellement, j'ai explosion en temps fini, et voilà. Donc, voilà.